on va quitter le Sarrazin, on va partir en mer, enfin pas très loin. Mais il est sûr que lorsque tu quitteras Saint-Malo, tu passeras du côté de chez Bernadette, ouais. n'est-ce pas Ouais, Bernadette? du côté du Fort National, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Thomas. Le Fort National, toi, tu connais. C'est donc juste en face de Saint-Malo. Tout le monde connaît ce fort qui a été construit par Vauban en 1689 pour empêcher les ennemis de venir de la mer. Moi, toi, tu le connais. Tu as l'occasion d'y aller de temps en temps. J'y suis allé en fait, pareil, c'était pas ce départ-là. Mes enfants étaient plus jeunes parce que j'en ai fait plusieurs, des départs de route du Rhum. Et en fait, avant le départ, encore une fois, on a la pression et tout. Et puis moi j'ai 2 enfants et ils s'ennuyaient à Saint-Malo avant le départ. Et on a pris 2 heures, 2 ou 3 heures de notre temps et je les ai emmenés dans ce fort. Mais ça ressemble un peu à la chasse au trésor. On rentre dans un fort et là on change d'époque et c'est absolument exceptionnel. Ouais. Alors voilà, alors ce fort, effectivement, il appartient à une famille privée depuis 1906. Et en fait, les descendants vivent toujours de temps en temps au Fort National. Alors vous allez voir, c'est très spartiate, mais finalement, ça leur va tout à fait bien. J'ai commencé à tailler la haie, mais il faut qu'on continue. Ambiance laborieuse à l'arrière du corps de garde du Fort National. Ces petits jardins, en fait, datent de l'époque où notre arrière-grand-père a acheté le fort. Cet arrière-grand-père, c'est lui, Edmond Bolelli, un industriel rennais qui a acquis les lieux à la fin des années 20. Depuis, la propriété est toujours restée dans la famille. Ils avaient un jardinier qui faisait l'entretien du jardin, donc aujourd'hui c'est nous. Jardinier et chef de chantier aussi. Un fort du XVIIe siècle, c'est de l'entretien. Vous voyez le poids de ces pierres qui font 30 cm d'épaisseur, 1 mètre de long. Et ici, comme on est dans ce fort, on ne peut pas avoir de manuscopique, ce que vous pouvez utiliser ailleurs. Donc c'est tout à bras, à main d'homme. Si le fort est privé, il est également ouvert à la visite de juin à fin septembre. Une façon de faire partager ce joyau du patrimoine, mais aussi d'en financer les travaux. Nous avons 20 000 visiteurs par an, ce qui nous permet, en plus des subventions, de couvrir les frais du fort. Et pour guider les visites, ce sont les jeunes de la famille ou leurs amis qui se succèdent chaque été par période de 15 jours. Le discours est rodé. Et nous avons donc ici 50 000 litres d'eau pour nos cafés du matin et autres. Mais ils servaient surtout, bien sûr, à la centaine de soldats qui logeaient en temps de guerre dans le corps de garde et aussi à refroidir les bouches des canons qui surchauffaient à force de tirer les différents boulets. Cette pièce, c'était la poudrière du Fort National, c'est-à-dire là on entreposait les munitions et la poudre, donc on pouvait y mettre jusqu'à 200 tonneaux de poudre. C'est notre manière à nous de pouvoir notamment transmettre le savoir qu'on a acquis en venant ici depuis notre tendre enfance. Transmettre un savoir, mais aussi se forger des souvenirs familiaux hors du commun. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, donc c'est assez mythique. Et ça crée des relations assez fortes entre les cousins. C'est difficile de pouvoir tous se réunir et que le fort, c'est un peu comme notre QG. Une résidence de vacances auquel chacun est intimement attaché. Jamais je pourrais vendre ce bien, même si on me proposait un chèque énorme. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de valeur en fait. C'est vraiment la famille. Une valeur sentimentale inestimable pour ce monument phare de Saint-Malo. Nul doute que les jeunes générations élevées à l'ombre de ces pierres vont poursuivre l'œuvre familiale entamée il y a 9 décennies. Alors voilà, effectivement, c'est une vie assez spartiate sur ce fort national. On comprend bien que les descendants n'ont strictement aucune envie de se défaire de ce monument. Tu as croisé, toi, à l'occasion, dans d'autres pays, des forts, alors pas conçus par Vauban, forcément, mais non, qui... je m'en souviens d'un très précisément en Tasmanie. Ouais. Alors vraiment, c'est l'île Alors qui c'est très loin. Hein. Ouais, qui est sous l'Australie et où pareil, c'était un ancien phare qui servait et qui sert plus maintenant, mais qui a été repris par des locaux. Et pour rien au monde, ils s'en sépareraient. Et il y a une espèce de tour de garde entre eux pour que ça soit entretenu et tout. Et finalement, ça crée du lien aussi entre les gens qui sont sur place et qui veulent pas laisser ce patrimoine partir. Ça veut dire que même quand tu es en course, tu as le temps d'être un contemplatif, d'observer la nature lorsque tu passes près des îles, Alors la mer. là, je passe très loin de la Tasmanie. Mais c'est vrai que je me suis offert des voyages, en Australie notamment, à des caps où j'en avais bavé en mer. Et j'avais envie d'aller voir ce que c'était ce fameux cap. Et en Tasmanie, j'ai pris une baston, vraiment un coup de chien terrible sous la Tasmanie.
Et 2 ans après, je suis retourné à cet endroit-là pour voir. Sur les lieux du crime. Ouais, un peu comme d'aller voir au Cap Fréhel ou au Cap de la Chèvre, un peu quelle tête il a quand tu te fais brasser, quoi. Et ça fait des voyages qui ont une connotation où tu le vois sur la carte et puis après tu le vois en vrai. Ouais, puis reprendre un petit contact visuel avec la Terre pour se persuader qu'elle existe toujours. Ouais. Même si on sait qu'en s'approchant de trop, on risque de se planter. Mais le sujet du Fort National nous fait quand même penser aux phares, les phares comme ça qui sont quand même des chefs-d'œuvre en péril. Il n'y a pas que le Fort National, il n'y a pas que Cézanne, il n'y a pas que le Château du Taureau. Nos grands phares, Cordouan, pas le Créache, mais tous les phares de haute mer, Quérillon, la Jument, sont en train de s'effondrer petit à petit. Et c'est vrai qu'on aurait intérêt tout de même à s'en occuper et à tenter de les garder vivants, parce que ce sont des chefs-d'œuvre, qu'ils sont aussi beaux à l'intérieur qu'ils le sont à l'extérieur, et que plus personne ne s'en occupe, et qu'ils risquent de tomber à la mer sous peu. Bravo, Mesdames Yann, et messieurs, bravo. Yann Kefelec, la voix de la Bretagne, j'ai envie de dire.